Bonjour, je suis le docteur Carrière, je travaille au centre expert Parkinson du CHU de Lille et je vais donc vous parler de la maladie de Parkinson et pour cette première présentation de quelques éléments d'épidémiologie et de physiopathologie de cette maladie. La maladie de Parkinson donc, est connue depuis longtemps, elle a été décrite par James Parkinson en 1817, et donc c'est une maladie qui existe probablement depuis très longtemps. En termes d'épidémiologie, donc la fréquence de la maladie, c'est une maladie qui est relativement fréquente. En termes de maladies neurologiques neurodégénératives, c'est la deuxième maladie en fréquence après la maladie d'Alzheimer. On a une étude qui a été réalisée par l'Institut national de veille sanitaire qui a pu détailler un petit peu l'épidémiologie française de cette maladie et estimer à partir des données sur l'évolution de la population la fréquence de la maladie dans les années à venir. On voit sur ce graphique à gauche donc la prévalence, c'est-à-dire la proportion de la population qui va être atteinte, et à droite l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas. Et ce qui est frappant sur ce graphique, c'est l'augmentation de la prévalence et de l'incidence de la maladie avec l'augmentation de l'âge. Et vous voyez en rouge la courbe qui présente le taux de prévalence ou le taux d'incidence pour les femmes, et en bleu pour les hommes, et vous voyez qu'il y a un risque un petit peu supérieur pour les hommes par rapport aux femmes de déclarer la maladie. Donc vous voyez, c'est une maladie dont l'âge de début, c'est plus fréquent de commencer la maladie à partir de 65-70 ans. Néanmoins, il y a quand même des formes de sujets plus jeunes, même si c'est beaucoup plus rare. Donc en 2015, en France, la prévalence était estimée à 2,5 pour 1000 habitants, avec une certaine variabilité entre les départements, et comme je vous le disais, c'est la seconde pathologie en fréquence après la maladie d'Alzheimer. On a une petite surreprésentation des hommes avec un risque donc un peu plus élevé chez les hommes, et en moyenne, l'âge de début se situe entre 55 et 60 ans. Néanmoins, 10% des patients commencent leur maladie avant 40 ans, et donc il est tout à fait possible d'avoir des formes du sujet jeune. En 2015, donc cela faisait 167 000 patients, dont 26 000 nouveaux traités. On estime qu'en 2030, il y aura plus de 260 000 patients en France. Voici une représentation un peu de la prévalence et de l'incidence, toujours la prévalence à gauche et l'incidence à droite, donc le nombre de nouveaux cas. On a forcément un recouvrement un petit peu entre ces deux données. Et la répartition par territoire. Et vous voyez qu'il y a une certaine hétérogénéité en fonction des départements. Avec certains départements, en particulier des départements où il y a de l'agriculture, on en reparlera tout à l'heure, avec une prévalence peut-être un petit peu qui est un petit peu supérieure. À peu près à la même période, nous avons pu réaliser une étude dans la région avec l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France pour essayer de décrire précisément l'épidémiologie dans notre région. Une étude qui a été un peu réalisée en parallèle avec celle que je présentais précédemment, mais qui nous permet de bien connaître l'épidémiologie de la maladie dans la région. Au cours de cette étude, donc, nous avions recherché les patients parkinsoniens à partir des données de remboursement de l'assurance maladie. C'est-à-dire que quand on prenait on achetait des... Pardon, je reprends. À partir des données de remboursement de l'assurance maladie, c'est-à-dire qu'on identifiait les patients comme étant parkinsoniens à partir des remboursements de médicaments qu'ils avaient eus ou éventuellement d'hospitalisation où avait été noté un diagnostic de maladie de Parkinson. Et on a pu estimer, grâce à ces données, que la prévalence était de 5 pour 1000 habitants de plus de 20 ans, avec une augmentation, on voit là encore, une fréquence qui augmente progressivement avec l'âge. Ici aussi, nous avons trouvé une répartition un peu différente, alors qui suit quand même largement la densité de population et le nombre d'habitants, mais à peu près près de 15 000 patients pour le Nord-Pas-de-Calais, près de 7 000 pour l'ex-Picardie, et quasiment 22 000 patients recensés dans la région. Là encore, on a une hétérogénéité en termes de prévalence avec une fréquence qui s'étale à peu près entre 4 et 9 pour 1000 habitants.
Si on passe aux causes de la maladie, elles sont incomplètement connues, mais il y a des facteurs qui sont bien identifiés. En particulier, vous avez vu tout à l'heure, il y a une hétérogénéité dans les régions et on pense qu'une part de cette hétérogénéité peut être liée à des facteurs environnementaux et en particulier aux expositions toxiques, en particulier les pesticides. On sait qu'il peut y avoir des produits toxiques qui peuvent induire un syndrome parkinsonien, en particulier le MPTP, donc qui était une drogue de synthèse qui a été utilisée dans les années 80 et qui avait déclenché chez des gens jeunes toxicomanes qui avaient consommé cette drogue des syndromes parkinsoniens particulièrement sévères. C'est d'ailleurs utilisé maintenant pour faire des modèles animaux chez les singes pour mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent la maladie. La roténone est aussi un insecticide qui peut induire des syndromes parkinsoniens chez des rongeurs. Alors on sait que les pesticides, les insecticides, fongicides, herbicides peuvent augmenter le risque de survenue de la maladie de Parkinson avec une relation dose-effet. Donc plus on a d'années d'exposition à des quantités importantes de pesticides, plus on est à risque de développer une maladie de Parkinson. Et on sait en particulier que les agriculteurs, en particulier dans la culture fruitière ou viticole, où il y a beaucoup de ce type de produits qui sont utilisés, ont un risque plus important de développer la maladie. Et elle est d'ailleurs reconnue comme maladie professionnelle pour ces personnes. Alors, ces facteurs environnementaux n'expliquent pas tout, il y a une part aussi importante génétique dans la maladie de Parkinson. On sait que le fait que quelqu'un soit atteint de la maladie de Parkinson dans la famille augmente le risque de développer ultérieurement la maladie, et ça c'est quelque chose de relativement fréquent, même si le risque de maladie reste faible. Et il y a aussi des formes génétiques, c'est-à-dire liées à l'atteinte d'un unique gène, qui vont être responsables de formes de maladie. Alors c'est une minorité des formes de maladie de Parkinson. C'est une minorité qui est quand même importante, parce que c'est des familles où on a une forte proportion de patients atteints de maladie de Parkinson. Il peut y avoir différents modes de transmission. Vous voyez, c'est détaillé dans le tableau. AD, c'est pour autosomique dominant, c'est-à-dire qu'on a un risque sur 2 de transmettre à ses enfants, et il y a des gens atteints dans chaque génération. Autosomique récessive, il faut que l'allèle muté provienne des 2 parents, et donc là, le risque de transmission est plus faible, et en général, on ne retrouve plusieurs cas que chez les frères et sœurs, en tout cas à une même génération. Donc vous voyez là les principaux gènes. Le plus fréquent, c'est le gène LRRK2, la Parkin, donc une forme autosomique récessive, qui est la plus fréquente aussi chez les sujets jeunes. Vous voyez, en fonction de la mutation, on va avoir un âge de début qui va être différent. Globalement, on se pose souvent la question d'une maladie de Parkinson génétique lorsque l'âge de début est précoce. Alors qu'est-ce qui se passe après au niveau cérébral dans la maladie de Parkinson? Donc la maladie de Parkinson, elle est liée à une atteinte de la substance noire. La substance noire, c'est une petite région qui se situe en haut du tronc cérébral, en profondeur au niveau du cerveau, et qui s'appelle comme ça puisqu'elle est colorée en noir. Vous voyez à droite des coupes histologiques, et spontanément, on a une coloration noire de cette région. Elle est colorée en noir puisqu'elle contient des dépôts de mélanine, qui sont en fait des substances qui vont servir à générer la dopamine. Et la dopamine est le principal neurotransmetteur qui va être atteint dans cette maladie à cause de la substance noire. Donc sur les coupes de cerveau que vous voyez à droite, en haut c'est une coupe qui est normale, on voit bien la substance noire qui est bien colorée. En dessous c'est un patient qui est atteint de maladie de Parkinson et on voit une perte complète de cette substance noire qui est complètement décolorée parce qu'il y a finalement une mort cellulaire des neurones qui produisent la dopamine. Alors ça, c'est ce qui se passe quand on regarde macroscopiquement. Quand on regarde avec un microscope, on voit des dépôts d'alpha-synucléine, c'est ce qu'on voit les 2 petites flèches, qui est une substance qu'on trouve normalement au niveau cérébral, mais qui va là s'accumuler au sein des neurones, et on pense que cette accumulation peut participer à la mort de ces neurones dopaminergiques. Depuis 2003, un anatomopathologiste, M. Braque, a fait l'hypothèse que ces lésions, ces dépôts d'alpha-synucléine et la mort des cellules neuronales vont aller en progressant au niveau du cerveau, avec un stade très débutant où on a une atteinte plutôt du bulbe olfactif et au niveau de la moelle, et puis de proche en proche, l'alpha-synucléine, donc les lésions liées à la maladie, vont s'étendre progressivement, avec différents stades qui sont décrits. Et c'est ce qui explique que cette progression des lésions va entraîner une progression de la maladie. On a finalement une phase présymptomatique, c'est-à-dire que les patients n'ont pas encore de signes cliniques, avec une perte neuronale qui va être localisée au sein du tronc cérébral.
ou du bulbe olfactif, et c'est là où vont apparaître des symptômes où on ne peut pas encore faire le diagnostic de maladie de Parkinson, mais qui rétrospectivement évoquent un début de la maladie. C'est par exemple une perte de l'odorat ou certains troubles du sommeil. Puis les lésions s'étendent et vont atteindre la substance noire, entraîner une perte de dopamine, et c'est là qu'on va avoir les signes parkinsoniens qui vont apparaître et nous permettre de faire le diagnostic de la maladie. La période de lune de miel, c'est finalement la période au cours de laquelle on met en place des traitements et qui vont permettre de bien compenser la maladie. La maladie va être relativement bien contrôlée. C'est un terme qu'on utilise de moins en moins parce que ça peut rester compliqué pour les patients. Il peut y avoir certaines complications liées au traitement. Il y a le retentissement finalement du diagnostic de la maladie. Mais en tout cas, c'est une période où finalement les traitements arrivent à relativement bien contrôler les symptômes moteurs. Avec l'évolution de la maladie, les traitements vont permettre de moins bien contrôler les symptômes, et c'est la période qu'on appelle des fluctuations motrices. Et puis vous voyez tout à l'heure l'extension des lésions au niveau du cortex, et une maladie qui va devenir beaucoup plus diffuse, qui va entraîner des troubles cognitifs, des troubles de la marche beaucoup plus sévères, et la phase un peu de déclin où finalement les traitements arrivent beaucoup moins bien à compenser, et c'est là où on peut avoir une perte d'autonomie qui est plus importante. Voilà pour cette première partie. Donc il y a d'autres présentations qui seront proposées sur les symptômes moteurs, les symptômes non moteurs et les traitements. Je vous remercie de votre attention.